Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons nous attaquer à Le Bachelier, qui est un roman de Jules Vallès publié en 1881. Un roman plus ou moins autobiographique dont son personnage principal, qui est donc lui-même, est Jacques Vintras. Jules Vallès, 1832-1885, est journaliste et écrivain. C'est le deuxième volet de la trilogie de Jules Vallès, le moins connu. Le Bachelier traite des années vécues par le héros Jacques Vintras après l'obtention de son bachot qu'il passa à Paris. Je suis libre, libre, libre. C'est à cette période que Vintras connaît plusieurs désillusions, celle des études, il renonce à faire ses droits, celle du travail, il ne peut gagner sa vie avec seulement son diplôme, étant toujours trop peu ou trop diplômé, celle de l'amour, aucun durable, celle de l'indépendance, il dépend toujours de ses parents. Enfin, celle de la révolte, avortée, il était pourtant le plus enthousiaste des jeunes révolutionnaires. C'est donc un roman de l'entre-deux, entre enfance et âge adulte, où le héros, qui n'est ni plus fort, ni plus beau, ni plus honnête, ni le plus intelligent des hommes, cherche à suivre dans la jungle parisienne des années 1850, après le coup d'État de Napoléon. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Nous en étions au chapitre 14, Désespoir. Mon passé se colle à moi comme l'emplâtre d'une plaie. Je tourne et retourne dans le cercle bête où s'est écoulée une partie de ma jeunesse. Le vieux collège me menace encore de sa silhouette lugubre, de son silence monacal. Je ne puis entrer dans la ruelle qui longe ses murailles, sans me rappeler les années affreuses, où, 4 fois par jour, je montais ou descendais ce chemin, pavé de pierres pointues, qui avait la barbe verte. Au milieu, quand il pleuvait, courait un flot vaseux qui entraînait les pourritures. En été, il y faisait bon, quelquefois. Mais mon père me disait « Repasse ta leçon ». Et je n'avais pas même la joie de renifler l'air pur, de regarder se balancer les arbres de la grande cour, troués par le soleil et fourmillant d'oiseaux. Au coude, à l'endroit où la ruelle tournait, se trouvait une maison garnie de fleurs aux croisées et qui montrait à 10 heures une de ses chambres ouvertes au frais, toute gaie et bien vivante. Mais il était défendu de s'arrêter pour voir, parce que, paraît-il, cette maison était le nid d'un ménage immoral où l'homme et la femme se couraient après pour s'embrasser. J'avais risqué un œil 2 ou 3 fois. Ma mère m'avait surpris et retiré brusquement en arrière, comme si j'allais tomber dans un trou. Une vieille dame, qu'elle connaissait et qui demeurait en face, avait été chargée de l'avertir. « Si Jacques regarde, vous me le direz. » Et cette femme, à l'heure du collège, m'espionnait, le nez aplati contre la vitre, la bouche méchante, l'air ignoble. Bien plus ignoble que les 2 amoureux qui s'embrassaient en face. Elle y est encore, cette moucharde. Elle a des mèches grises maintenant, qui passent sous son bonnet crasseux du matin. Elle me dévisage d'un regard vitreux, et il me semble qu'elle me vieillit en arrêtant sa prunelle ronde sur moi. À travers la grille du collège, j'aperçois la cour des classes. C'est donc là que je suis venue, depuis ma 3e jusqu'à ma rhétorique, avec des livres sous le bras, des devoirs dans mon cahier. Il fallait pousser une de ces portes, entrer et rester 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures le soir. On me punissait si je parlais, on me punissait si j'avais fait un gallicisme dans un thème, on me punissait si je ne pouvais pas réciter par cœur 10 vers d'Eschyle, un morceau de Cicéron ou une tranche de quelque autre mort. On me punissait pour tout. La rage me dévore à voir la place où j'ai si bêtement souffert. En face est la cage où j'ai passé ma dernière année. J'ai bien envie de me précipiter là-dedans et de crier au professeur. « Descendez-vous de cette chaire et jouons tous à saute-mouton. Ça vaudra mieux que de leur chanter ces bêtises normaliens idiots. » Je me rappelle surtout les samedis. Les samedis, le proviseur, le censeur et le surveillant général venaient proclamer les places, écouter les notes. Est-ce qu'il ne se permettait pas, les niais, de branler la tête en signe de louange quand j'étais premier encore une fois? Niais,
Niais, niais. Blagueur plutôt, je le sais maintenant. Vous n'ignorez pas que c'était comme un cautère sur une tête de bois, cette latinasserie qu'on m'appliquait sur le crâne. Plutôt que de repasser sous ces voûtes, de rentrer dans ces classes, plutôt que de revoir ce trio et de recevoir ces caresses de cuistre, je préférais, dans cette cour qui ressemble à un cirque, me battre avec un ours, marcher contre un taureau en fureur, même commettre un crime qui me mènerait au bagne. Oh, ma foi, oui. C'est entre parenthèses. Je reconnaissais ces rues basses qui, avec leurs murs effrités et jaunes, ressemblent à des roqueforts moisis qui s'écroulent. Les professeurs demeurent volontiers dans ces endroits à mine de vieux fromage. Le maître de mathématiques, pour les petites classes, restait dans un de ces coins gâtés. Un homme affreux, boiteux, velu, qui était sale comme un peigne et dont la narine enflammée par le tabac était toujours rouge comme un aseau de cheval. Mon père lui avait prêté quelque argent qu'il ne rendait pas. Pour se rembourser, on m'envoyait à lui. Quelles heures épouvantables j'ai passées là. Il m'apprenait la théorie de l'arithmétique, ce velu. La théorie, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Je n'ai que 14 ans. Je voudrais savoir comment on fait. Voilà tout. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi c'est comme ça. Je ne le comprendrai jamais. Ma tête pète à suivre ce que vous dites. Je ne voudrais pas que ma tête pétât. Ma mère était bien contente que je m'ennuie à mourir. Si ça avait été amusant, il n'y en aurait pas eu pour 20 sous. Tu t'es bien ennuyée la dernière fois? Oh oui! Elle avait l'air enchantée. Allons, ce gueux-là ne nous volera pas tout. Il embête Jacques énormément. Je la sais par cœur, votre théorie, à la fin. Êtes-vous content? Je la sais mot à mot, comme dans l'armée. Mais je ne sais pas faire l'opération. Quand il y a des zéros dans la multiplication, je suis déjà bien embarrassée. Mais pour une division, il n'y a pas mèche, mon bonhomme. Il reste à devoir au moins pour 10 francs, je te dis, a crié ma mère. Mon père voulait délivrer le vieux. Il se juge remboursé. Fermez la parenthèse. Allons plus loin. Voilà un endroit que je hais bien. On me promena sur cette place de maison en maison chez des gens de notre connaissance un jour de distribution de prix pour montrer mes livres. J'avais l'air de vendre des tablettes de chocolat. Une femme charmante en robe gris d'argent, je la vois encore, n'avait pu cacher un sourire. Il lui était échappé un mot de bonté. Pauvre garçon. En ai-je gardé un souvenir de ces distributions? Il fallait bien avoir des prix cependant, puisque c'était utile à mon père. Dans toutes ces rues de collèges et de professeurs, je retrouve une douleur comique. Il me semble que j'ai un palmarès accroché dans le dos et que ma mère me suit avec de la musique. Je marche, malgré moi, comme un petit éléphant que promène une troupe de cirque. Je me croise à chaque instant avec d'anciens cancres qui ne s'en portent pas plus mal. Ils n'ont pas du tout l'air de se souvenir qu'ils étaient les derniers dans la classe. Ils sont entrés dans l'industrie, quelques-uns ont voyagé. Ils ont la mine dégagée, ouverte. Ils se rappellent que je passais pour l'espoir du collège. Eh bien, que deviens-tu? Vas-tu un de ces jours faire parler de toi? Dis donc, est-ce vrai que tu t'en es mêlé et que tu as failli être tué en décembre? Il est interrompu par le rire et le coup de coude d'un autre qui dit « Allons donc !» C'est pas Vintra qui irait où l'on joue le sapot. Que fais-tu? Va-t-on un de ces jours entendre parler de toi? Que répondre? Un matin, je disparaîtrai, pour n'avoir à rougir devant personne de n'être rien, de ne rien gagner, sans aucun espoir d'être quelqu'un ni de jamais gagner quelque chose. Je suis le seul, peut-être, à Nantes, qui vive cette vie de malheureux. Je ne sors plus le jour. Je me cache. Je ne puis pas expliquer à tout le monde mes relations tendues avec mon père. Je ne le veux ni pour lui, ni pour moi. On me donne les torts.
qu'on me les donne. On m'accuse de le réduire au désespoir. Je me défendrai, que j'aurai encore plus l'air d'un fils indigne. Je vis comme les bêtes de nuit, je fuis les rues éclairées, je me croise avec les mendiants et les maniaques, c'est épouvantable. Chercher le bruit, me perdre dans la foule. Quelle émotion y trouverais-je? Il n'y a dans cette grande ville de province comme un bruit et comme foule que les marchés où l'on fait tapage sur le bord de l'Erdre. Mais je n'aime pas les paysans à la ville, avec leurs têtes de renards méchants. Ils ne me plaisent que dans la campagne, derrière les bœufs, ou battant le blé dans la grange. Sur la place fashionable, à certaines heures, on voit du monde, mais un monde qui ressemble à celui des dimanches à Paris, un monde sans passion sur la face, et qui parle de tout, ce que je hais, qui méprise tout ce que j'aime. Je leur sens l'insolence dédaigneuse et le bonheur impitoyable. On entend des plaisanteries sur Bonaparte. Il les a tout de même foutus dedans, les républicains. Et de rire. Je préfère encore le silence écrasant du quai et le spectacle désolé de la rue. Entre parenthèses. Et des prêtres, toujours des prêtres. C'est triste, ces robes noires. Les gens qui sont derrière eux sont si tristes aussi. Elles ont la graisse jaune, comme leur cierge, d'un sou. Ces femmes qui vendent des scapulaires et des ex-voto de 4 sous, tapis dans les angles de la cathédrale. Ils ont la chair grise et molle comme les monstres de cave. Tous les rats d'église, les bédos, les bedeaux, les bédos, et les sacristains. Où est donc la vie? La vie. À Paris, les pauvres, mes voisins, seraient des irrités. Et il y aurait la consolation des souvenirs de la République, la gloire des cicatrices. Sur le quai, il y aurait des bouquinistes, ils passeraient des blouses. Le peuple. Où est donc le peuple ici? Ces meneurs de bateaux, ces porteurs de côtes, ces bas bretons en veste de toile crottée, ces paysans du voisinage en habits de drap vert, tout cela n'est pas le peuple. Trouverais-je quelque part dans un coin parmi les redingotes, sinon parmi les vestes ou les blouses, quelqu'un à qui je puisse conter mon supplice, qui soit capable de comprendre ce que je souffre, qui ait dans le cœur un peu de ma foi républicaine, de mon angoisse de vaincu. Si M. Anders, le directeur des messageries, était encore ici, mais il est parti. N'avait-il pas un ami jadis qui est venu s'installer à Nantes? J'apprends qu'il y est encore. Il est chef de bureau, je ne sais où. Il a habité Paris. Si je me souviens même, il y avait publié un livre où il mettait en scène une maison de filles et où la justice humaine commettait un crime à la face du ciel. Il faisait mourir sur l'échafaud un innocent pendant que le vrai coupable regardait l'exécution, son bras passé dans le bras du président des assises, et qu'une catin faisait des moumours au valet du bourreau. C'était hardi. Avec celui-là, peut-être je pourrais parler société injuste, peuple à défendre. Je monte chez lui. Il a maintenant des lunettes, une redingote un peu longue. Il m'accueille singulièrement, il me fait sentir qu'il n'est pas libre de recevoir qui il veut. Il parle bas et marche mou. « Vous a-t-on vu monter ?» me demande-t-il. « Comment vous qui avez écrit ce livre, vous avez aussi peur que cela ?» Quoiqu'il ait 20 ans de plus que moi, je lui parle comme s'il avait mon âge et je lui reproche d'avoir trahi ou tout du moins, dis-je en corrigeant ma colère, d'avoir abdiqué. Abdiqué, mais oui, j'ai abdiqué du jour où j'ai eu la lâcheté de venir ici après 20 ans de Paris. Et il s'est levé au bout de 3 minutes. « Allons, jeune homme, quittons-nous. Je ne veux pas avoir été si longtemps servile pour être compromis en un quart d'heure par vos éclats de voix. Vous n'avez pas de femme à nourrir, vous, ni de famille à élever. Il y a peut-être de l'héroïsme à faire ce qu'il fait. Il a écrasé son orgueil et étouffé ses idées pour donner du pain aux siens. Comme il coûte cher, ce pain. Celui que mon père me donne est cher aussi. On me tient comme un prisonnier et on me traite comme un mendiant. Je ne puis pas même me lever de table quand j'ai
Fini la part qu'on m'a donnée. Un jour, mon père m'a dit « C'est impoli de partir ainsi. On ne va pas on ne va pas digérer si vite. Il faut à tout prix que je trouve une besogne à faire. J'y mets du courage, je m'adresse à d'anciens camarades en leur demandant s'ils n'ont pas des parents, des amis, grands ou petits, à qui je pourrais donner des leçons. » Et il rit. Il y a trop peu de temps que j'ai été élève, que je faisais des farces avec eux et que je blaguais le latin. L'un d'eux, cependant, me présente et, à la fin, à son père qui me déniche une répétition. Ils ont été séduits par le bon marché. Vous me donnerez ce que vous voudrez, ai-je dit. J'ai même ajouté que c'était pour m'occuper, plutôt que pour gagner de l'argent. Et il est entendu que moyennant 20 francs par mois, j'enseignerai 1 heure par jour à un petit mulâtre dont le père de mon camarade est le correspondant. Il me paiera 20 francs et on comptera peut-être 50 à la famille. C'est ce qui m'a fait voir la répétition, probablement. Je repasse mon Burnouf. Je prends un Concionès dans la bibliothèque de mon père et je vais donner ma leçon au mulâtre. Je reviens, c'est l'heure de dîner. Ma mère est seule à table, elle est fort pâle et m'annonce que mon père a une explication à me demander avant de consentir à s'asseoir près de moi. Laquelle donc ? Il paraît que tu donnes tes répétitions au rabais maintenant. Mon père entre sur ses entrefaits, il essaie d'être calme, mais il ne peut y parvenir. Il est forcé de se lever et sort pâle comme un linge. J'interroge ma mère. Mais, malheureux, si tu fais payer tes répétitions 20 francs, comment veux-tu que ton père les fasse payer 40 ? Ton père en est malade. Dis-lui qu'il peut ôter son bonnet de nuit. Je ne donnerai pas de répétition à 20 francs. Je ne ferai pas baisser les prix. Le soir de ce jour-là, dans la maison où je devais aller, l'homme disait à sa femme « Comprends-tu ce fils Vintra ? Nous convenons hier qu'il viendra donner des leçons à Virgile, c'était le nom du petit mulâtre, et le nom de mon frère également. Il m'écrit ce matin qu'il ne faut pas compter sur lui, et le nom d'un poète, très connu. Quel braque ! Dis plutôt quel feignant. J'ai vu ça tout de suite que c'était un feignant. Son pauvre père n'a pas de chance. Si j'allais trouver des fils d'armateurs maintenant, non. Non plus pour avoir des répétitions, mais pour obtenir de partir sur un navire qui m'emmènera loin de mon père, qui a si peu de chance, loin de ma mère qui est si désolée, loin de ce quai qui est si vide, loin de ce coin de France qui ressemble si peu au Grand Paris, ce Paris où j'ai souffert, mais où toute douleur a son remède et toute passion son écho. J'irai n'importe où, là où il y a de la fièvre jaune, la peste noire, la loi de Lynch, mais où je pourrai défendre ma liberté à coups de fusil ou à coups de couteau. Je me ferai chercheur d'or ou chasseur de buffles. J'irai peut-être avec des aventuriers envahir un pays, tuer un roi, relever une république, ce qu'on voudra. Ou bien je vivrai sur un corsaire, quitte à être pendu et à mourir en tirant la langue au bout d'une vergue. C'est entendu. J'essaierai de m'évader sur l'océan. Je vis avec les marins. Quelques-uns de mes anciens condisciples ont été pilotins ou mousses. Le frère aîné de l'un d'eux est lieutenant sur un vaisseau marchand. Dans quelque temps, il doit repartir pour un voyage au long cours. Il me prendra. J'aiderai à bord pour payer ma place. En attendant, il noce comme un matelot qui a touché sa paix et il m'entraîne dans ses orgies. Quelle soirée devant les bouteilles dont on fait des massues, dans ces bougues où l'on se saoule et où l'on s'assomme. Mais pendant qu'on hurle et qu'on se bat, la fièvre me tient. Je vois mon but à travers la fumée des pipes et le sang des blessures. Le lendemain, j'ai les côtes brisées. J'ai aussi l'âme malade.
Mais le silence de la maison, le froid glacial des visages me font plus peur encore. Et le soir, je retourne avec joie piquer ma tête et noyer mon cœur dans cette fange. Entre parenthèses. Non, pas d'entre parenthèses, puisque j'ai fini en fait. J'ai fini pour cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et on se retrouve tous pour une prochaine lecture, pour la suite de la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous dis à tout bientôt.